Et on est reparti donc. Je vous salue pour vous qui venez d'arriver pour cet échange que l'on va faire aujourd'hui. Je vais inviter dans quelques minutes Bernard Anselem pour pouvoir échanger avec moi et avec vous sur un sujet qu'on adore tous. C'est pour ça que vous êtes tous là, bien sûr, la plasticité cérébrale et s'adapter au changement. On est en plein dans le fil conducteur du sommet de la science des émotions en tout cas pour cette année. Je vous rappelle je vais dire les règles, les consignes. Vous pouvez échanger dans le chat, vous pouvez rebondir sur partager des expériences, poser des questions, profitez-en. Bernard est là avec nous entre 1 heure et 1 h 30. Vous avez accès à des personnes qui donnent leur temps pour vous. Donc, prenez tout ce que vous pouvez prendre pendant ce moment. Tout se fait à partir du chat et bien sûr, les replays seront posés sur le campus. Il faut ouvrir un compte School pour accéder au campus et les replays d'aujourd'hui seront mis ce soir. Voilà, donc je vais accueillir Bernard pour que tu puisses venir. Je te permets de réactiver, alors attends, ton son et de démarrer ta vidéo et normalement, tu peux y arriver. Voilà. Bonjour Voilà. Bernard. Bonjour à toutes et à tous. C'est un Comment plaisir de allez-vous? t'avoir ici. Ouais, moi aussi, on a déjà fait une expérience comme ça et donc ça rappelle de bons souvenirs. Récidiviste. Oui. Alors, attends, je vais juste rebloquer le son pour tous les autres. Vous savez que ça va être beaucoup plus agréable pour tout le monde et de désactiver la vidéo de tout le monde. Vous pouvez dire bonjour à Bernard dans le chat. Je voudrais poser une mention spéciale parce que Bernard était parmi le premier, enfin, les pionniers du sommet. Tu as un clin d'œil et un bonjour de Christophe Hague d'ailleurs qui nous a dit il a Mhm. acheté ton livre. Avec plaisir, oui. Il est super. Et tu étais, Bernard, tu fais partie des pionniers du sommet et c'est un plaisir de t'avoir de nouveau avec nous. Ça avait été pour les personnes qui nous suivent un moment extrêmement fort. Donc, je vais quand même présenter Bernard pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, si vous ne le connaissez pas. Bernard Anselem, tu es médecin spécialiste en imagerie médicale, tu es neuropsychologue, tu es Mhm. titulaire d'un master en recherche en neuropsychologie. Toi, tu as une mission que je trouve exceptionnelle et que tu fais exceptionnellement bien, puisque tu permets aux gens de comprendre les neurosciences, mais tu expliques des choses qui sont complexes avec des termes qui sont, j'allais dire, compréhensibles. Pas simples, mais compréhensibles. Et ça, c'est vraiment super. Si vous ne connaissez pas Bernard, suivez-le sur LinkedIn parce que tu fais des publications LinkedIn où il y a énormément de valeur ajoutée. Tu es auteur, tu as écrit beaucoup de livres. J'en cite quelques-uns. Ces émotions qui nous dirigent, je rumine, tu rumines, nous ruminons, les talents cachés de votre cerveau au travail et le prochain livre dont on parlera tout à l'heure, pas le prochain livre, il est sorti, c'est Mhm. ce livre Voyage en forêt neuronale, tu vas nous en parler aussi tout à l'heure. Vous pourrez bien sûr accéder à tous les liens pour vous procurer les livres puisqu'on va les mettre dans le chat au fur et à mesure de notre entretien. Donc aujourd'hui, on se voit pour une thématique qui est la plasticité cérébrale et c'est d'autant plus important puisqu'on est dans un monde qui est en plein changement. Donc la question est comment est-ce qu'on peut s'adapter au changement? Et tu vois, Bernard, on arrive vraiment au bon moment puisque hier, on a parlé, tu vois, d'intelligence émotionnelle, des connexions avec nos émotions. On a parlé avec Cyril Tarquinio, tu sais, du défi des jeunes, Mhm. de pouvoir s'adapter dans cette société qui change et qui est très adverse pour les jeunes. Et puis, on a Monsieur Cyrulnik qui nous a expliqué l'importance, tu vois, d'avoir un attachement sécure pour pouvoir évoluer finalement dans un monde qui va en plus aller encore plus vite. Est-ce que tu peux entrer dans le vif du sujet avec qu'est-ce que la plasticité cérébrale, puisque c'est des choses que les gens, c'est vraiment, on se pose ces questions-là, et comment est-ce que nos émotions sculptent nos connexions neuronales? Oui. Alors,
tout d'abord, je voulais dire, donc, je te remercie de cette invitation. Ça va être la première visio publique depuis l'apparition de mon livre sur ce sujet. Donc, je suis vraiment ravi de partager tout ça avec vous. Et donc, dans la présentation aussi, je voulais rajouter que moi, pourquoi ça me passionne de diffuser ces notions, c'est parce que je les ai appliquées sur moi et que j'ai trouvé que ça marchait super bien. C'est surtout ça c'est ça le moteur, quoi. Voilà. C'est que en connaissant, quand on applique ces connaissances, que ce soit la psycho ou les neurosciences d'ailleurs, hein, les deux vont ensemble, eh bien, si on fait vraiment un programme et qu'on s'entraîne, bah, on obtient des améliorations et c'est ça que j'avais envie de partager. Alors pour en revenir donc à la neuroplasticité, la neuroplasticité, donc c'est cette capacité qu'a notre système nerveux à se restructurer en fonction des besoins, des changements et des différents apprentissages, hein. En fait, la neuroplasticité, c'est l'incarnation de l'apprentissage, en fait. C'est l'incarnation neuronale de l'apprentissage. Et pour la faire comprendre, je pense que le mieux, c'est un exemple. C'est l'exemple de ce petit garçon, là, Stevie Morris, à qui son professeur avait demandé de retrouver une souris dans une salle de classe. Alors pourquoi lui? Parce que bah, il avait perdu la vue et il avait une audition qui était développée. Et donc c'était la première fois qu'on faisait appel à ses talents, hein, de petit garçon. Lui qui avait un truc en moins, là, il avait un truc en plus. Et donc, à partir de là, il a décidé de développer ce talent et ça a été le début d'une carrière puisque ce petit Stevie Morris est devenu Stevie Wonder avec la carrière qu'on lui connaît. Donc la neuroplasticité, c'est ça, c'est de répondre à un besoin. Il avait un besoin, c'était de développer son audition puisqu'il ne voyait pas. Et donc, il a développé avec l'entraînement, il a développé cette capacité et il a développé, bien entendu, cette immense carrière qu'on lui connaît. Donc, la neuroplasticité, c'est d'entraîner son cerveau. Bon, il y a une neuroplasticité qui est naturelle, hein, qui est inconsciente, et puis il y a une part consciente, c'est celle qui nous intéresse. C'est d'entraîner son cerveau dans l'objectif que l'on a choisi et donc, la neuroplasticité débouche sur la notion d'entraînement mental. Et alors, pour en revenir, là, c'est pour la neuroplasticité en général. Et puis, il y a la neuroplasticité des émotions. Alors, donc là, la neuroplasticité des émotions, ça va être d'entraîner ses compétences émotionnelles. Et pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire l'adaptation au changement, eh bien, la principale fonction qu'on va développer, c'est l'acceptation émotionnelle, hein. On va en reparler, hein, on va le développer, mais ça va être l'acceptation qui va nous permettre d'avoir cette flexibilité mentale pour s'adapter au changement. Donc voilà, on va développer un petit peu ces questions-là. Donc au niveau de la plasticité et émotion, qu'est-ce que ça signifie? Ben, on peut développer soit son empathie, sa joie, sa gratitude, sa capacité à rester dans le présent sans se laisser déborder par les émotions, c'est-à-dire la mindfulness, hein, la pleine conscience. Mhm. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut développer. Et par contre, on peut aussi développer à son insu bah, l'anxiété, les inquiétudes, les colères, les ressentiments, les frustrations, la culpabilité, la jalousie, enfin tout ce qu'on n'a pas envie de développer, mais qu'on va développer simplement en répétant nos pensées. Chaque émotion isolée va laisser une trace transitoire qui va s'effacer. Par contre, si l'émotion est répétée, elle va laisser une trace neuronale qui va se creuser progressivement. Et si on développe l'anxiété, si on pense souvent aux choses anxiogène, eh ben, on va développer l'anxiété, on va devenir plus sensible. Notre cerveau va avoir des seuils plus sensibles à l'anxiété ou à la colère, en fait, tout ce que vous voulez, ou au contraire, à repérer ce qui va bien, à repérer ses forces et talents, travailler sur ses forces, travailler sur euh, sa pleine conscience. Voilà, tous les éléments peuvent être travaillés. C'est l'entraînement mental qui va faire ça. Alors, tout le monde comprend l'intérêt de l'entraînement physique, hein. On sait qu'on ne peut pas faire un marathon comme ça sans entraînement, ni grimper en haut de l'Everest sans entraînement. Par contre, on demande à son cerveau
d'accepter, de changer ses émotions comme ça. On va dire, je ne devrais pas m'inquiéter, je ne devrais pas me mettre en colère. Ben, c'est pareil, hein, ça ne se fait pas comme ça demande un entraînement. C'est un petit peu comme si je disais, ben, je ne veux pas avoir d'hyperglycémie, je ne veux pas avoir d'hypertension, je ne veux pas avoir de fièvre. Bon, c'est pas possible. On peut pas supprimer les émotions. Et donc, c'est un entraînement qui nécessite un plan et aussi un plan et puis surtout de la répétition. C'est ce que Et nous, alors, c'est ce que nous oui. apprennent les neurosciences de la neuroplasticité, c'est qu'il faut de la répétition. Et tu vois, là, tu envoies vraiment un message parce que on est vraiment dans la continuité de, euh, de, on a cette possibilité, tu vois, de créer le changement. On n'est pas des victimes de ce qui se passe. Et tu l'avais déjà dit hein, dans une autre Mhm. intervention, ben, le fait d'impulser ça, voilà, c'est clairement possible dans le cerveau. C'est pas juste une croyance, c'est qu'il se passe vraiment il y a un vrai résultat, il y a des vraies connexions qui s'enclenchent, etc. Oui, Euh, voilà, c'est ce qu'avait bien ressenti Viktor Frankl là, dans les années 60 et qui maintenant est confirmé par les neurosciences, hein. C'est qu'on a une marge de choix, hein. On a un degré de liberté, ce fameux degré de liberté qu'on peut acquérir. Alors, bien entendu, il y a des tas de contraintes, hein. Il y a des tas de choses que l'on ne maîtrise pas, et puis il y a des choses qui dépendent de nous. Donc, il n'y a pas besoin d'être binaire en disant bah, soit on ne maîtrise rien et ça sert à rien, ou au contraire d'être dans l'exagération en disant bah, voilà, on peut tout, quand on peut tout faire. Voilà. C'est ni l'un ni l'autre, c'est entre les deux. On a à la fois des contraintes extérieures, des contraintes génétiques aussi, et puis on a aussi une marge de manœuvre qui est assez large et sur laquelle on peut agir, et ça fonctionne, tout simplement. faut se mettre en mouvement, quoi. Hein. Faut y Voilà, aller. voilà. Hein. Donc, Et j'aime bien le parallèle avec l'exercice physique parce que ça, on a un peu les mêmes contraintes, c'est-à-dire que bah, tout le monde sait qu'il faut le faire. Beaucoup de gens ne le font pas pour des tas de raisons. Et aussi, on sait que si on s'entraîne, on va progresser, quel que soit son niveau, hein, qu'on soit bon, qu'on soit minable, qu'on soit bon, qu'on soit très bon. On peut toujours progresser. Ça demande un peu de persévérance, ça demande de l'organisation, et puis ça demande euh, de la régularité, quoi. ah, et puis toi, c'est ça que j'aime bien, le partage que tu viens de poser là tout à l'heure, c'est que toi, tu l'as fait, quoi. Mm. C'est pas que du côté des neurosciences. Voilà, je sais, voilà ce qu'on a observé. C'est, Mm. je l'ai appliqué sur moi, d'accord? Et tu vois la différence. Donc Stéphane dit, concrètement, on fait quoi? Ah voilà, alors là c'était Il veut la tout de suite dire, présentation. on y Après on peut, alors concrètement, si on a 3 4 heures, on peut développer. Mais va. il y a plein de choses à faire, hein, il y a plein de choses à faire. Mais euh, il va falloir choisir. Alors là on est dans le cadre de la neuroplasticité des émotions, hein. Donc Oui. on va choisir une stratégie, hein. Il y a, il y a plein de stratégies. Il y a des stratégies à court terme pour les situations urgentes. Puis il y a des stratégies sur le long terme. En général, les stratégies à court terme, bon, par définition, elles marchent vite, mais elles ne marchent pas très longtemps. Et les stratégies à long terme, elles demandent de la préparation, de l'entraînement, mais elles sont plus durables. Et puis, il y a des stratégies où on va utiliser son corps, hein, comme par exemple la cohérence cardiaque, le contrôle respiratoire ou l'exercice physique, on en reparlera. Et puis, il y a des stratégies qui vont agir sur le mental, hein, comment réévaluer sa façon de voir les choses. Donc, il y a plein de stratégies, on pourra les détailler si tu veux, mais il y a deux éléments que j'aimerais mettre en avant tout de suite. Mhm. C'est la première, c'est l'acceptation émotionnelle, Oui. Oui. parce que c'est la base de tout. Pourquoi? Parce que ça a l'air un peu bête comme ça de dire bah, accepter ses émotions, c'est passif, ça ne demande pas d'effort. Si, en fait, ça demande des efforts parce que c'est pas naturel. C'est pas naturel d'accepter sa peur, c'est pas naturel d'accepter sa colère ou sa frustration. Donc, c'est pas du tout naturel, mais c'est la base de tout. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on accepte la situation, qu'on reconnaît qu'on n'a pas de pouvoir de la changer, alors si on peut la changer, bien entendu, il faut la changer. Je suis pas en train de dire qu'il faut tout accepter. Mais si on accepte une situation qu'on ne peut pas changer,
eh bien là, ça libère notre cerveau. Tant qu'on n'a pas cette acceptation, le cerveau est en tension parce il perçoit une situation qu'il veut éviter, donc il va être tout le temps en alerte et il n'est pas disponible pour tout le reste, hein. Il est en position de tension émotionnelle et il va être concentré sur son objectif, c'est-à-dire de lutter contre cette peur ou de lutter d'exprimer cette colère, par exemple. Et tant qu'il est en lutte, on ne peut pas réfléchir sereinement pour pouvoir Mm. prendre de la distance. Donc, un, acceptation émotionnelle, et deux, prise de distance, c'est ce qu'on appelle la métacognition, hein. Les spécialistes connaissent, beaucoup de gens qui écoutent connaissent ça, mais pour parler simplement, métacognition, on va dire, c'est le recul sur soi, hein, ou le pas de côté, le pas de côté. Et donc, ce pas de côté, on ne peut pas le prendre. On dit, bon, il faudrait que je prenne un pas de côté, ça ne marche pas comme ça. Il faut accepter l'émotion d'abord. Il faut pouvoir être en paix avec soi-même pour pouvoir réfléchir sereinement et accepter son émotion. Et à partir de là, on peut, disait notre intervenant, pardon, j'ai oublié son prénom, euh, qui, euh, on peut là entrer dans le concret après. Oui, tu parlais de Michel Poulaert juste avant nous? Non, 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 la question en disant concrètement, on fait comment, voilà. Ah Donc, oui, oui, ouais. oui, 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 c'est Stéphane. Voilà, donc Donc, pour répondre à Stéphane, concrètement, voilà, la première chose, c'est d'accepter ses émotions et de faire ce pas de côté. Après, il y a toute une gamme, une boîte à outils, enfin, là, on peut en parler des heures. Et puis, Michel aussi disait quelque chose de très juste, c'est que ça ouvre la voie à l'optimisme aussi, hein. oui, et Bernard, j'aimerais rebondir. Tu sais, on parle beaucoup de régulation émotionnelle. L'acceptation émotionnelle permet quand même déjà d'enclencher une certaine régulation émotionnelle. Tu peux expliquer un petit peu pour que les gens comprennent qu'est-ce qui se passe, enfin, sans entrer trop dans le détail, mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on est en phase d'acceptation? Parce qu'on comprend très bien, hein, moi, ça m'est arrivé encore récemment où j'ai accepté quelque chose, tu sens que la pression, tu vois, la pression se libère d'un coup, Mhm. ça laisse l'espace. Est-ce que tu peux juste en quelques mots donner le processus enfin, chimique ou ce qui se passe dans le Oui, alors, cerveau? donc quand on a une stimulation cérébrale inquiétante, on va avoir des tas de signaux. D'abord, les réseaux émotionnels, notamment les noyaux amygdaliens qui vont s'activer et qui vont orienter les réseaux de l'attention sur le sujet, hein. Donc, si on a une peur, qu'elle soit immédiate, voiture qui arrive par exemple, ça c'est immédiat, ou plutôt une anxiété, c'est-à-dire une peur du futur. Et donc là, on va avoir son attention qui est focalisée là-dessus. C'est un tunnel attentionnel, un peu comme un projecteur dans la nuit. Et donc, on va être focalisé là-dessus. Donc déjà, ça va limiter un petit peu notre capacité de réflexion. Et puis d'autre part, on a une structure à l'avant du cerveau qui s'appelle le cortex singulaire antérieur, qui va signaler une erreur de prédiction. Et donc là, le cerveau est saturé par ces messages entre les réseaux amygdaliens et le singulaire antérieur qui va signaler cette erreur. Et alors, il y a deux façons, soit résoudre le problème, hein, par exemple, une voiture rapide arrive, vous êtes au milieu de la rue, vous avancez de 3 mètres et vous avez réglé le problème. Donc là, c'est le, le signal d'erreur disparaît. Et donc là, on peut faire autre chose. Mais si on n'a pas ça, si on est dans une anxiété du futur, là, c'est à nous de résoudre ce problème, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux résoudre ce problème? En général, si j'ai une anxiété, c'est que je ne peux pas le résoudre. Donc, si je ne peux pas le résoudre, eh bien, je vais accepter cette anxiété et puis m'autoriser à passer à autre chose. C'est cette acceptation qui va libérer un petit peu donc tous ces réseaux attentionnels et qui va permettre à une autre partie du cortex préfrontal qui est à l'avant de réguler cette tension émotionnelle des réseaux amygdaliens et de la SULA, enfin tous les réseaux les noyaux de la base qui vont focaliser l'attention sur le sujet qui préoccupe la personne à ce moment-là. Voilà, donc voilà ce qui se passe et voilà pourquoi l'acceptation est si importante. Il y a aussi des études en psychologie, là je vous parle de neurosciences, mais il y a des études en psychologie aussi qui ont bien montré que l'acceptation émotionnelle était une des stratégies les plus efficaces sur le court terme pendant plusieurs heures. C'est efficace pendant plusieurs heures. Euh, et ça, c'est intéressant. L'ayant entraîné, tu vois, l'ayant entraîné, je confirme.
C'est Je très difficile à confirme. expliquer parce que c'est abstrait, hein. Au départ, on ne comprend pas qu'est-ce que ça vient faire là-dedans. Mais en fait, c'est quelque chose d'important. Alors, alors, Béatrice dit parfois, oui, on est anxieux, mais la cause est inconsciente et il faut trouver le moyen de libérer. Euh, on n'est pas forcément obligé de connaître la cause, hein, Bernard, pour libérer. Alors, Euh, si on connaît la cause, c'est mieux, c'est bien, mais mais effectivement, déjà se dire, bon, ben, je ressens une anxiété. Si je comprends d'où elle vient, c'est mieux. Ça fait partie de l'intelligence émotionnelle, hein, comme disait Christophe Hague hier, hein. L'intelligence émotionnelle, c'est identifier son émotion, c'est les comprendre, c'est les réguler et c'est les utiliser, hein. Mais si on les comprend, si on comprend d'où ça vient, c'est mieux quand même. Mais quelquefois, il peut arriver qu'on ne comprenne pas. On a une espèce de boule, on ne sait pas d'où ça vient. Si on ne peut pas savoir, eh bien, c'est déjà bien de l'identifier et ensuite de la réguler en faisant un exercice de respiration ou en allant faire le tour du pâté de maison ou en s'engageant dans une action qui nous implique et qui nous tient à cœur, enfin des tas de façons, ou en écrivant, en faisant de l'imagerie mentale. Voilà, il y a plein de façons de la réguler après. alors moi j'ai encore une impulsion sur l'adaptation. Tu vois, comment est-ce que le cerveau, puis je poserai vos questions encore, hein, on va juste dérouler encore un petit peu. Comment est-ce que le cerveau s'adapte ou pas d'ailleurs face au changement permanent, puisque tu vois, ça va de plus en plus Oui. vite et il y a une Alors oui, grande donc là on vit une période de rupture là, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Avant, on a eu le numérique pendant les 20 dernières années qui ont bouleversé nos vies. Bon, on a des bouleversements géopolitiques, enfin bon, vous connaissez tout ça. Et donc, on vit une période de rupture. Après, chaque période, il faut quand même aussi prendre un peu de recul. Chaque période il y a eu la guerre froide, il y a eu des crises économiques, enfin bon, bref. Donc, on a tout le monde a à gérer l'adaptation au changement, c'est universel, et encore plus en ce moment. Alors, comment s'adapter? Eh bien, il faut comprendre, alors, ce que peuvent apporter les neurosciences là-dessus, c'est d'abord comprendre que le changement, le cerveau déteste ça, hein. Pourquoi? Parce que le cerveau fonctionne par prédiction. Il se contente pas de tout analyser comme un ordinateur. Ça prendrait beaucoup trop de temps, beaucoup trop d'énergie, ce serait épuisant et ce serait pas productif. Donc, en fait, il a des schémas mentaux, des modèles mentaux, et il fait des prédictions à partir d'une situation. Il fait une prédiction, et cette prédiction lui permet d'économiser beaucoup d'énergie, et il va se contenter de voir si la prédiction est bonne ou s'il y a une erreur, un signal d'erreur. Et s'il y a un signal d'erreur, il corrige. Si c'est bon, tout va bien. Donc ça, c'est très économique et très, très astucieux et très, très, très élégant comme façon de faire. Et tous les cerveaux animaux fonctionnent comme ça. Et donc, le changement, c'est quoi? C'est l'incertitude. Et l'incertitude, c'est la destruction de tous les modèles mentaux, parce que les modèles ne s'appliquent pas. Et si un modèle ne s'applique pas, le cerveau déteste ça, parce qu'il est obligé de tout reconstruire. Et c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie, et aussi, ça génère de l'anxiété. Donc voilà pourquoi on n'aime pas le changement par nature, hein. D'où le biais de statu quo, on préfère ce qui existe déjà plutôt et on va surestimer les dangers du changement et on va sous-estimer les avantages du changement aussi, hein, parce qu'il y a toujours des avantages et des inconvénients. Donc, et le deuxième point, alors là, c'est plus des neurosciences, c'est de la psychologie. Si on veut s'adapter au changement, bon, d'une part, c'est le comprendre. Comprendre, ça, c'est une neuroscience. Et ensuite, comment faire pour s'adapter. La psychologie va nous aider avec des chercheurs comme Bandura ou Carol Dweck qui ont développé cette notion de growth mindset, hein. C'est-à-dire que les gens qui pensent qu'ils peuvent progresser vont progresser. Les gens qui pensent que tout est fixé ne vont pas progresser. Donc, quand vous avez un changement, quelqu'un qui a un état d'esprit fixé va voir un danger, une menace. Quand vous avez un changement, si vous l'abordez avec l'état d'esprit de growth mindset, c'est-à-dire de progression ou de croissance, là, vous voyez dans le changement, bien entendu, une menace, comme tout le monde, mais aussi une opportunité, une façon de rebondir. C'est vrai que à chaque nouvelle ère, il y a des opportunités, hein. Dans les années 2000, quand les réseaux sociaux sont arrivés, il y a eu des compagnies énormes, des GAFA,
qui sont développées, elles ont saisi une opportunité. Elles ont pris la place d'entreprises beaucoup plus anciennes et beaucoup plus puissantes. Là, avec l'intelligence artificielle, il y a aussi des opportunités. Avec tous ces changements, il y a bien entendu des perturbations, mais il y a aussi des opportunités. Voilà. Donc le growth mindset, acceptation émotionnelle d'un côté et growth mindset, ça va nous permettre de mieux passer toutes ces difficultés. Et le growth mindset aussi se nourrit des neurosciences, puisque maintenant les connaissances sur la neuroplasticité nous montrent que ces recherches-là sur le growth mindset ont une base physiologique qui est la neuroplasticité. Et Carol Dweck a très bien montré que les gens qui avaient cet état d'esprit de progression avaient de meilleurs résultats, une meilleure efficacité professionnelle et moins d'anxiété. Ils étaient à la fois moins anxieux et plus entreprenants. C'est quand même pas mal. Mhm. Et tu peux faire un petit lien, parce que, enfin, en tout cas, un petit pont, c'est pas parce qu'on a un état d'esprit fixe qu'on peut pas le changer. Tu vois, on peut Ah oui, travailler alors, à avoir oui, un oui, growth alors il faut, mindset, oui, hein. oui, là je suis allé très vite, bien sûr. Alors, c'est complexe parce que alors, il n'y a pas des gens qui sont fixes, c'est pas binaire, bien entendu, hein. Oui. Euh, Si, en général, on va avoir plutôt tendance à avoir un état d'esprit fixe pour les raisons qu'on vient d'évoquer, là, juste avant, c'est que le cerveau préfère ce qu'il connaît déjà, hein, donc il n'aime pas le changement. Et donc, on va plutôt avoir de nature un état d'esprit fixe, et donc ça se travaille, hein. Mais par contre, ce que nous dit Carol Dweck, qui a donc et ses équipes, une fois qu'elles ont développé, qu'ils ont développé cette notion, ils ont suivi ensuite les gens pendant plusieurs années Mhm. et ils se rendent compte que c'est pas acquis, c'est pas non plus, il suffit pas de décider qu'on a un état d'esprit de progression, ce serait bien, mais ça marche pas comme ça. En fait, on va avoir un état d'esprit fixé dans certains domaines et de progression dans un autre. On va avoir un état d'esprit de progression pendant un certain temps, puis après on va se reposer sur ses lauriers et on va devenir de nouveau fixé. Voilà, c'est un travail permanent, un peu comme l'exercice physique, hein. Il ne s'agit pas de faire de l'exercice physique pendant 6 mois pour toute sa vie, hein, ça ne marche pas comme ça. Donc voilà, c'est toujours un équilibre entre les deux. Et pour donner un exemple, j'aime bien cet exemple de Henry Ford, qui était un génie du début du XXe siècle, qui a inventé la construction en série des voitures. Oui. Et donc, au début du XXe siècle, donc c'est lui qui a lancé ces Ford T, là. Et donc, il avait ce génie de trouver ce dont les gens avaient besoin. Et donc, il a eu un succès phénoménal. Mais au bout de quelques années, il était tellement bien établi dans cette notion que, il n'a pas voulu changer son modèle quand les goûts des consommateurs ont évolué. C'est-à-dire, il faisait des voitures qui étaient noires, c'était sa marque de fabrique. Il disait, les gens peuvent choisir n'importe quelle voiture pourvu qu'elle soit noire. Et donc, il ne s'est pas adapté parce qu'il y a d'autres constructeurs qui ont fait des voitures de couleur, tout simplement. Et donc, c'est pour montrer que quelqu'un qui peut être génial et innovant, très innovant dans un domaine, peut être bloqué parce qu'il est amoureux de son idée, qu'il n'a pas voulu changer quelques années plus tard. Donc, vous voyez, c'est toujours, il y a toujours un équilibre entre les deux. Euh, c'est un équilibre entre le fait de penser qu'on peut évoluer et de revenir dans ses habitudes de pensée. Alors, tu vois, tu expliquais que finalement, le cerveau aime pas le changement. Bon, bah, à contraire, on est en plein dans un univers qui fait qu'il est constamment confronté à ça. Donc, c'est challengeant. Et on est dans un univers où il y a beaucoup de rumination qui existent. Mhm. Et c'est là qu'on voit la puissance, hein, de tout ce qui est utilisé et entretenu. Les réseaux de rumination qui sont actifs. Tu peux expliquer qu'est-ce qui se passe quand on rumine, les mécanismes cérébraux, et puis Oui. comment est-ce qu'on peut contrer ça finalement? Mhm. Alors, la rumination, alors, il y a deux éléments que tout le monde connaît, hein. La rumination sont des pensées, des jugements négatifs sur soi ou sur les autres. Et deuxièmement, c'est des pensées et des jugements qui reviennent en boucle, hein. Ça, tout le monde le connaît. Mais il y a un troisième élément qui est moins connu, c'est qu'une rumination se développe quand il n'y a pas d'action. C'est-à-dire qu'il faut une action correctrice
pour stopper la rumination. S'il n'y a pas d'action, c'est là où les ruminations vont se développer. Et ça, c'est important à connaître parce que souvent, les ruminations vont se développer parce qu'on n'a pas de pouvoir pour changer les choses ou alors qu'on n'ose pas les changer, hein. Le cas typique, c'est par exemple un conflit, mais on veut pas aller envenimer le conflit, donc on ne dit rien. Et c'est là où les ruminations vont se développer parce qu'on n'ose pas, hein. Ou alors on ne peut pas. On ne peut pas, ben, par exemple, un deuil, un échec, des choses sur le passé, on ne peut pas changer le passé par définition, ou alors une maladie, des choses comme ça. Voilà, on attend le résultat d'un examen de santé, on va imaginer des tas de trucs. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas changer les choses. Donc c'est là aussi où l'acceptation émotionnelle devient extrêmement importante, parce qu'à partir du moment où on accepte le fait qu'on ne peut pas changer les choses, c'est beaucoup plus facile de s'en dégager. Oui, Donc, parce que donc ça peut le, être une action aussi, ça, Bernard, hein, au final, oui, l'acceptation, tu vois? tout à fait. Alors, quand on peut agir, voilà, c'est le premier anxiolytique, c'est l'action, hein. Ça, il y a pas de secret, hein. C'est vraiment le premier anxiolytique. Si vous avez du pouvoir sur les choses, bah, faites-les, tout simplement. Et là, ça va arrêter les ruminations. Mais souvent, soit on ne peut pas, soit on n'ose pas, soit on ne veut pas pour des tas de raisons. Et donc, c'est là où les ruminations vont se développer. Et au niveau neurologique, ce qui se passe, c'est que donc on a un réseau qui s'appelle le réseau par défaut, qui est le réseau de notre discours intérieur, hein. C'est celui qui se met en place quand on ne fait rien, justement. Et quand on fait quelque chose, ce réseau s'éteint. Et donc, bah, pour bloquer des ruminations, l'action, c'est le meilleur moyen, puisque là, il va éteindre cette espèce de moulin qui se met en marche dans notre tête quand on commence à penser à des choses inquiétantes ou à des choses désagréables. Et ça Donc, veut pas dire, l'action, excuse-moi, je t'ai recoupé, vas-y, non, vas-y. non, mais je voulais répéter ça, c'est l'action éteint la rumination. Et ça veut pas dire que finalement, on remplit du vide de rien, hein, c'est pas ça qu'on dit, hein. Non, Euh, alors tu vois. l'action peut être une action pour résoudre le problème si on peut, mais ça peut être une action qui est différente, hein. On peut faire autre chose. On peut faire du sport, par exemple. On peut faire son ménage. On peut faire tout ce qu'on veut du moment qu'on s'implique dans cette action et que ça met à distance ces pensées en boucle. Alors du coup, j'ai une question parce que j'entends ça souvent et on me questionne beaucoup. Probablement que si tu l'entends aussi. Les gens qui sont en action dans la journée, donc du coup, tu vois, il y a pas ce réseau qui s'active et qui finalement le soir se couche et là, qu'est-ce qui se passe? Ding, ça Oui, s'allume. oui, alors ça, oui, oui, ça, j'ai expérimenté ça aussi, hein. Donc là, on va toucher justement sur cette capacité d'acceptation émotionnelle, ce qu'on appelle la flexibilité de désengagement, hein. C'est tout un programme. Alors ça marche quand c'est pas trop intense, ça marche quand on a un peu d'entraînement, mais ça marche pas tout le temps. Et si on a vraiment une grosse préoccupation, bah, par exemple une conférence qu'on doit faire le lendemain, par exemple, on va y penser le soir ou même la nuit, voilà. Donc ça peut, euh, ça peut, euh, ça peut déborder nos capacités. Alors là, c'est un truc que j'ai trouvé vraiment, ça n'a rien de. Enfin, c'est scientifique puisque c'est une recherche par un scientifique, mais elle est pas encore tout à fait confirmée. Et j'ai trouvé ça nulle part sur le sommeil et je trouve que c'est dommage. C'est un exercice qui consiste à occuper son cerveau au moment de l'endormissement par quelque chose d'assez routinier, mais pas trop routinier parce que par exemple si vous comptez les moutons, c'est tellement simple que votre esprit va s'échapper de nouveau, hein. Donc souvent quand on compte les moutons, bah, on repense à ce qui nous préoccupe. Donc il faut trouver quelque chose qui soit un peu plus complexe qu'un simple décompte, mais pas trop complexe pour pas que ça vous réveille complètement non plus, hein. Donc, là, ce que proposait ce chercheur, c'est de trouver des mots qui commencent par la même lettre. Donc c'est un exercice. Il y a un autre exercice qui consiste à compter à l'envers aussi, hein. C'est par Oui. exemple partir de 1000 et compter de 3 en 3 ou de 4 en 4 à l'envers. Donc là, c'est suffisamment complexe pour occuper le Hmm. cerveau, mais c'est quand même répétitif, donc c'est pas, ça réveille pas trop. Et ces exercices-là vont créer un brouillard attentionnel
qui fait que ça favorise l'endormissement. Et ça, je l'ai testé, ça marche bien. Et donc, moi, ce que j'utilise, c'est donc bon, vous choisissez un objet dans la pièce, une table, un fauteuil, une chaise. Donc, ça commence par T, par F ou par C. Et là, vous allez chercher tous les mots qui vous viennent à l'esprit, qui commencent par cette lettre. Et une fois que vous avez utilisé cette lettre, vous passez à la suivante, etc. Mais en général, on ne dépasse pas un quart d'heure. En un quart Ouais, d'heure. ouais. Et ça, Ça je l'ai peut testé aller. et je trouve que ça marche bien. Ça résonne. On utilise ça en coaching émotionnel pour activer le cortex préfrontal en régulation émotionnelle. On est sur l'attention bifocale, tu vois, ça vient un petit peu poser la même lecture. Euh, je peux que vous inviter à faire et à le tester. Oui, oui, Euh, oui. je, je, J'ai été étonné par l'efficacité de ces techniques-là. Ça va ça peut aller très très vite. Mm. Alors, je regarde un peu le chat, Bernard, parce qu'on a des gens qui nous écrivent. Euh, ok, pour sortir des doutes, besoin de sortir de la tête et passer à l'action. Ok. Et le corps, en passant par la respiration, par exemple. Oui, bien sûr, c'est aussi une stratégie, Mm. hein. Oui, on n'en a pas parlé, c'est fondamental, hein. Le corps, les émotions naissent d'abord du corps, hein. On a une question de Dominique. Est-ce que la remarquable plasticité du cerveau peut être entraînée à développer toutes les caractéristiques de l'intelligence émotionnelle, permettant de réconcilier émotion et raison dans une synergie constructive? Euh, c'est bon pour toi ou Oui, faut on que je peut relise? répondre à ça, oui. Oui, oui. J'ai Alors, eu peur que ça descende. toutes les compétences cognitives peuvent être entraînées, hein. Donc, on peut entraîner n'importe quelle compétence, c'est de l'apprentissage, c'est de l'entraînement mental. Donc, à partir du moment où on s'est choisi un objectif, on peut entraîner n'importe quelle connaissance. Après, on ne peut pas tout faire avec la neuroplasticité. Je dis souvent qu'on sous-estime nos capacités à changer notre cerveau et donc on sous-estime la neuroplasticité. Mais on sous-estime aussi les limites et les contraintes. Il y a beaucoup de choses on parlait tout à l'heure de ce biais de statu quo, par exemple. Euh, on va il y a des choses qui limitent notre capacité de neuroplasticité et notre capacité à changer. Donc, là, par exemple, la réticence au changement, c'est une limite. La réticence à la perte, l'aversion à la perte aussi, ça va être une limite. Donc, à partir du moment où on change quelque chose, on perd. On perd quelque chose pour gagner autre chose. Il y a des tas il y a des tas de choses qui vont limiter notre capacité. Un autre élément qui va limiter, ça va être l'économie d'énergie. Le cerveau est un radin énergétique, hein. Il va essayer d'économiser au maximum son énergie. Le changement, ça dépense de l'énergie. Bon, en général, quand vous devez monter au cinquième étage d'un immeuble, vous prenez l'ascenseur plutôt que l'escalier, hein. C'est naturel. Rares sont les gens qui prennent l'escalier. Donc, là, au niveau cognitif, c'est exactement pareil, hein. Donc, si vous avez le choix entre une habitude mentale et un nouveau comportement, ben, si vous ne le faites pas volontairement, si vous le faites de façon intuitive, instinctive, vous allez aller vers votre habitude, votre routine, hein. Et donc, voilà, il y a des tas de choses qui vont limiter notre capacité au changement quand le changement est voulu par soi, hein. Alors déjà, c'est peut-être bon de les connaître. C'est pour ça que quand tu cites, hein, c'est de savoir que voilà, on peut changer des choses, mais il y a des vrais facteurs qui sont là et qui peuvent limiter. Ça veut pas dire que c'est pas Voilà. faisable, mais ils sont là. Alors, il y a deux intérêts à les connaître. D'une part, de pouvoir mieux les affronter et les contourner. Et deuxièmement, de ne pas culpabiliser. Parce que, bien entendu, quand on n'y arrive pas, on va s'accuser. On va se dire, ben, je ne suis pas capable, je suis trop paresseux. En fait, tout ce discours intérieur d'autocritique là, qui est très, qui d'ailleurs va instaurer une nouvelle trace neuronale et on va instaurer l'anxiété avec ses autocritiques, hein. Donc, il y a cette partie-là. Et donc, le fait de savoir que ça fonctionne comme ça,
ça permet d'éviter la culpabilité. Quand vous avez de la fièvre, vous avez une grippe, vous avez de la fièvre, vous n'allez pas vous autocritiquer. Voilà, vous n'avez pas choisi d'avoir de la fièvre. Là, c'est pareil, hein, on ne va pas s'autocritiquer. Ça permet le fait de connaître ces mécanismes va nous permet de comprendre que ce sont des mécanismes naturels. Et donc, on laisse de côté la culpabilité et on se concentre sur la résolution du problème. Ça, c'est important parce que, hein, comme tu le disais, très souvent, on a l'erreur d'attribution. Là, ça vient tout de suite sur nous-mêmes. Ça y est, je suis pas je. Et puis, ça active des émotions qui sont pas agréables et on réenclenche le processus. Voilà, oui, oui. Moi, j'ai une question sur comment est-ce qu'on peut alors finalement entraîner notre cerveau à rester flexible, tu vois, dans un monde qui est complètement changeant, mais sans s'épuiser, puisqu'il y a le mécanisme où tu dis, lui, il va Voilà. prendre les solutions Voilà, qui... alors on a déjà évoqué l'acceptation, déjà Ouais. émotionnelle, ça fait énormément baisser la tension. Et puis il y a une autre notion, bah, c'est de maintenir son cerveau au plein potentiel. Et ça, et là, on va retomber sur le parallèle avec l'exercice physique, hein. Tout le monde comprend qu'on ne peut pas faire un exercice physique euh, pendant, pendant 24 heures ou 48 heures, à part quelques extraterrestres là, qui arrivent à faire l'ultra trail du Mont Blanc. Là, ils courent pendant 4 ou 5 jours sans dormir. Là. Je sais pas comment Mais ils bon, font, c'est quand quoi. même, ce sont quand même des exceptions. Et puis, ils Ouais. sont entraînés pendant des années avant d'arriver à ça. Oui. Ça vient pas tout seul. Mais en général, on ne peut pas poursuivre une activité physique pendant des heures ou des journées. La charge mentale, c'est pareil, hein. On ne peut pas demander d'être tout le temps dans l'action et dans le stress et dans la tension maximum. Il y a des moments où il faut des moments de relaxation et c'est fondamental et c'est incontournable. Sinon, votre cerveau va moins bien fonctionner, hein. On va perdre en efficacité, on va perdre en concentration, capacité d'attention, on va perdre en jugement, capacité d'inhiber ses impulsions, etc. Enfin, on va perdre en vitesse de réaction, etc. Il y a des tas de métriques, des tas de marqueurs qui permettent de voir que la charge mentale va diminuer les capacités de notre cerveau. Donc, il est fondamental de se ménager des phases de récupération. Alors, phase de récupération, la première, ça va être le sommeil, hein. La neuroplasticité se fait surtout pendant le sommeil. Alors là, on est parti tout de suite dans les questions concrètes, mais la neuroplasticité, il faut expliquer ce que c'est, hein. Euh, la principale, le principal facteur de neuroplasticité, ça va être l'amélioration des connexions, des synapses, c'est-à-dire des zones de connexion entre les neurones, hein. Et donc, le principe de la neuroplasticité de base, c'est que des neurones qui sont stimulés ensemble vont se connecter ensemble. Autrement dit, le fait d'entraîner ces neurones améliore la communication dans le cerveau. Et donc, cette neuroplasticité, alors ça va être des synapses qui fonctionnent mieux, ça va être des nouvelles synapses qui se créent, ça va être des nouveaux neurones qui se créent, et ça va être des neurones qui fonctionnent mieux au niveau des gaines de myéline. Enfin bon, là, je passe sur les détails. Donc là, on a tout un ensemble de choses qui vont faire que le sommeil va permettre à ces choses de se créer. Et si on est en déficit de sommeil, ben, la neuroplasticité va moins se développer et donc on va être moins capable de s'adapter à tous ces changements. Donc le sommeil, l'exercice physique aussi, l'exercice physique va générer la sécrétion d'un facteur de croissance neuronale qu'on appelle le BDNF. Et donc l'exercice physique permet de cette neuroplasticité, donc permet de mieux s'adapter. Et bon, l'exercice mental aussi, hein, c'est un entraînement. L'alimentation qui est très importante aussi, puisque l'alimentation peut être inflammatoire ou anti-inflammatoire. Et si elle est inflammatoire, ben, elle va limiter cette croissance neuronale. Si elle est anti-inflammatoire, elle va favoriser cette croissance neuronale. Le lien social aussi, le lien social est très très important. Lien social bienveillant, bien entendu, pas le conflit, hein, de préférence. Oui. Le lien social va permettre aussi de sécréter du BDNF et va régénérer une partie du cerveau.
Et puis, le dernier point, qui n'est pas le moindre, c'est l'enthousiasme, la joie, la curiosité. Voilà, c'est ce que font toutes ces personnes qui viennent écouter cette conversation. C'est cette curiosité intellectuelle qui va générer des connexions neuronales aussi. Donc voilà des éléments qui vont permettre de développer son cerveau pour rester flexible. Donc, d'un côté, l'acceptation émotionnelle et la prise de distance sur soi. D'un autre, la connaissance du growth mindset, en savoir qu'on peut progresser pour la motivation. Et puis, trois, bien prendre soin de son cerveau pour que ces facteurs de croissance neuronaux puissent se développer. Et notamment le sommeil, l'exercice. J'ai oublié un élément très important, c'est les pauses. Les pauses, quand on est en surcharge mentale, aller marcher quelques minutes, faire un petit peu d'exercice physique. Quand on est chez soi, on est resté 3 heures devant son écran et on sent que ça va moins vite. Eh bien, faire un petit exercice physique pendant 5 minutes, ça marche très très bien et ça a été prouvé, alors, soit par l'expérience personnelle, mais ça a été prouvé aussi par des tas de recherches qui montrent qu'on réfléchit bien mieux après 5 minutes de pause. C'est la fameuse technique Pomodoro, là, où Oui. quand on fait une tâche très très prenante, on s'arrête au bout de 25 minutes et on fait 5 minutes de pause. Et moi, je l'ai perfectionné en disant, bah, faites un exercice physique pendant ces 5 minutes, ça marche encore mieux. Et il y a aussi des D'être en mouvement, recherches, on en avait, voilà. ouais, Et il y a des on en recherches avait qui ont montré que parlé. ça marchait très très bien. Mm, moi, je fais tu sais, les militaires là, Voilà, oui, oui. Alors moi, pendant j'ai un 5 minutes. escalier chez moi et je grimpe mes escaliers et mes voisins, d'ailleurs, Je il y a dois peut-être monter et certaines descendre. personnes qui écoutent là, donc me voient monter les escaliers. Alors, les pauses, on est bien d'accord pour tout le Mm. monde, ce n'est pas des pauses TikTok Ah oui, voilà, sur les oui. téléphones. Très important, oui, très Oui. important. Une pause, c'est une pause, c'est pas d'aller chercher, d'aller augmenter sa charge mentale par autre chose. Mm. Elisabeth dit, j'atteste, oui, Bernard le fait. Voilà, Cladel. oui, oui. Oui, oui, Alors, c'est quand même intéressant parce que regarde, tu parles alors neuroplasticité qui est en grande partie travaillée et entretenue, construite comme on veut pendant le sommeil. Quand on voit que le temps de sommeil est réduit de manière assez drastique depuis certaines années, bah, c'est quand même compliqué, quoi. oui. Hein, Oui. et on parle encore moins de l'alimentation. Oui, oui, là, on parle du numérique et des écrans qui bouffent une partie du temps d'attention, et notamment chez les jeunes au moment de se coucher. Donc ça, c'est au pire moment, puisque là, on va avoir la lumière bleue, on va avoir de l'attention, on va avoir la stimulation par des musiques ou par des échanges sociaux qui sont très émotionnels, puisque les échanges, c'est quelque chose d'émotionnel. On est une espèce humaine est une espèce sociale, donc les échanges par les réseaux, c'est quelque chose. Et puis en plus, bon, les réseaux dits sociaux, là, c'est même pas des échanges, c'est simplement de l'absorption La passive. consommation, voilà. Voilà, et ils sont très très bien faits, ils sont très très bien structurés pour capter cette attention et pour générer des émotions, bien entendu. Et donc là, c'est vraiment ça stimule le cerveau au moment où on aura besoin qu'il se calme, hein. Donc, on a besoin de stimuler notre parasympathique, c'est-à-dire le système qui permet de s'apaiser et de récupérer. Et là, les écrans vont stimuler l'inverse, c'est-à-dire le système sympathique, celui qui accélère notre métabolisme. Ouais, il faudrait qu'au moins 1 heure avant d'aller se coucher, on ait coupé les téléphones, par Voilà. exemple, tu vois, Oui, les réseaux, etc., pour prendre un oui, livre, oui. faire d'autres Mm. choses. Mm. Oui, oui. Ah, Il y a une technique aussi que j'aime beaucoup, là, c'est la technique de Martin Seligman, oui, qui, euh, des 3 bienfaits par jour et qui se fait au coucher, justement. Donc, c'est de repérer 3 choses qui se sont bien passées dans la journée, les détailler, quelles sont les personnes, quelles sont les causes, comment j'ai réagi. 5 minutes par point, voilà, ça fait 3 points 15 minutes. Avant de s'endormir, ça c'est excellent parce que ça réoriente le cerveau sur des choses agréables, ça apaise
ça stimule le parasympathique, ça apaise le sympathique, et en même temps, ça crée une trace neuronale, ça apprend au cerveau à repérer ce qui va bien et à limiter ce qui va mal. Et les effets sont, donc Seligman montre que ces effets sont sensibles pendant plusieurs semaines. Donc c'est pendant 15 jours, hein, 15 minutes tous les soirs pendant 15 jours, et les effets sont sensibles sur les émotions et sur l'humeur pendant plusieurs mois. Est-ce que tu sais ça, Bernard, si le fait, tu vois, tu crées cette connexion neuronale avant de t'endormir, est-ce que ça va être amplifié pendant le travail la nuit? Ou la connexion, elle reste juste au niveau de connexion créée, ou est-ce que ça, il y a un processus Alors, d'amplification? pendant la nuit, on va. Alors, il y a des expériences qui ont montré que pendant la nuit, notamment pour tout ce qui est, euh, tout ce qui est spatial, c'est des rats dans des labyrinthes, pendant la nuit, le rat va rejouer tout le trajet qu'il a fait en sens normal, à l'envers, à toute vitesse. Et donc, il y a pendant le sommeil, notamment paradoxal, on va rejouer un certain nombre de choses. Donc, ce qu'on va travailler avant le sommeil va aussi s'imprimer. Par contre, ce qui ne marche pas, c'est de se mettre, par exemple, des textes pendant le sommeil, et ça marche pas, hein, parce que le cerveau est déconnecté. Il y en a plein qui disent qu'il faut Voilà, oui, faire non, ça. ça, C'est ça bien. fonctionne pas. Ce serait bien, mais ça fonctionne pas. On peut pas apprendre passivement. L'apprentissage est actif, hein. On peut pas apprendre de façon passive. Par contre, on peut apprendre avant de se coucher. Faut pas que ça soit trop stimulant non plus, parce qu'après, on va avoir du mal à s'endormir. Mais si on apprend pendant la soirée, et ensuite on a une phase d'une heure de repos pour faire des choses calmes, donc là, ça va être plus efficace. Hmm. Je peux que confirmer, notamment avec les enfants, faire cet exercice avec les enfants le soir, c'est un vrai moment de bonheur. Voilà. Et puis, ça permet de rassurer aussi les enfants. Ils se lèvent avec un autre état émotionnel que quand tu l'as pas fait. Voilà, oui, tout à fait. Et ça fonctionne. Et donc, tu as pu voir que ça fonctionnait. Ouais, 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 Mm. ouais. Alors, Christophe dit, oui, l'importance du rituel de coucher, se fixer une heure de stop, activité plus écran, dérouler le rituel pour arriver au lit, tranquillité, détendu à l'heure. C'est bien les rituels, puisque tu parlais d'économie Oui. d'énergie, bah, le Alors, cerveau. comme toujours dans le cerveau, rien n'est binaire. En général, on dit que les routines, c'est pas bon. Euh, mais effectivement, notamment pour le déclin cognitif, c'est pas bon du tout, les routines. Par contre, là, dans ce cas-là, c'est bien puisque ça va apaiser, ça va diminuer le sympathique et ça va activer le parasympathique. Et donc là, oui, là, c'est tout à fait. Voilà. Dans le cerveau, il y a jamais des grandes règles qui marchent pour tout, dans tous les cas. C'est toujours un équilibre fin entre stimulation et apaisement. Oui, puis savoir pourquoi on fait les choses aussi. Tu vois, tu parlais de discernement et d'être, voilà, de pas Voilà. faire simplement parce qu'on Oui. nous a dit de faire, mais Mhm. de comprendre le pourquoi. Voilà, il y a toujours des arbitrages fins à faire et c'est jamais binaire. On a Aude qui dit, bonjour, souvent en déplacement, donc seule, j'ai pris l'habitude de m'endormir avec la radio dans mes oreilles. Est-ce si mauvais que ça? Alors là, c'est une colle. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Ça fonctionne en tout cas, Tu peux hein. avoir l'effet, tu sais, de bruit qui endort, comme les bébés qui dorment Oui, je avec le pense que bruit ça peut apaiser, d'aspirateur. oui. J'avoue que j'ai jamais creusé cette question-là, mais bon, je crois que ça fonctionne, hein, mais là, je voudrais pas trop m'avancer. Mais bon, c'est sûr que tout ce qui stimule le cerveau, c'est pas bon pour l'endormissement, mais si ça apaise, pourquoi pas? Ah, puis ça dépend ce que tu écoutes comme radio, Aude. Oui, bien sûr. Si on écoute du hard rock, c'est pas l'idéal pour s'endormir. J'ai une question encore sur les leviers neurobiologiques. Quels sont les leviers neurobiologiques qui permettent de développer les nouvelles compétences émotionnelles? Alors, quel levier? Donc, il y a les neurosciences ont très bien étudié tout ce qui est tous les leviers de l'apprentissage. Donc, ça, c'est pas spécifique aux émotions, mais c'est l'apprentissage en général. Et donc, les leviers de l'apprentissage, ça va être bon, d'abord la motivation, l'intérêt, la curiosité.
cette motivation va dicter l'attention. Et l'attention, c'est la première étape indispensable de l'apprentissage. Ensuite, ça va être la mise en pratique, hein. Il ne suffit pas de lire des bonnes idées, il faut les mettre en pratique, ça c'est fondamental. Et ensuite, ça va être de les répéter, de les relancer avec un espacement, le temps que se fassent ces connexions neuronales qui mettent quelques heures ou quelques jours à se former. Et donc, après une phase de repos, de réactiver le même comportement. Donc ça, c'est... Et puis ensuite, la régularité, de les réactiver régulièrement pour tracer ce chemin neuronal, pour renforcer ces synapses. Donc, une information, quelle qu'elle soit, va être effacée, c'est la mémoire à court terme, sauf si elle est importante, si elle est jugée importante, si elle est jugée intéressante ou dangereuse, ou enfin si émotionnellement elle est marquante. Et donc là, elle va avoir une chance de perdurer, mais là aussi, elle va s'effacer si elle est isolée, hein. C'est ce qu'on appelle l'élagage synaptique. Le cerveau efface tout ce qui ne fonctionne pas. Le cerveau développe ce qu'on fait fonctionner et tout ce qui ne fonctionne pas s'atrophie, hein. C'est éliminé pour des raisons de survie et d'économie d'énergie. Donc, voilà, donc si on veut développer une compétence, eh bien, il faut bon, de la motivation, bien sûr, de l'attention, de la mise en pratique, une régulation aussi par feedback, c'est-à-dire qu'il faut qu'on voit les résultats, qu'on puisse ajuster, hein, en fonction des résultats, et puis surtout consolider cette trace. Voilà. Ça a été très bien décrit par Stanislas Dehaene, qui parle des quatre piliers de l'apprentissage. Et donc ça, on est vraiment dans la neuroplasticité pure, hein. Et ensuite, pour ce qui est de la partie plus émotionnelle, eh bien là, on en a déjà un peu parlé, hein, acceptation émotionnelle, prise de distance, hein, métacognition. Euh, Ensuite, les différentes stratégies. Il y a une chose dont on n'a pas parlé aussi, c'est l'interoception. Ça, c'est Oui. fondamental, hein, au niveau des émotions, c'est-à-dire apprendre à ressentir son corps. Alors, chez certaines personnes, c'est complètement naturel, hein. Elles ne voient pas où est la question. Puis il y en a d'autres qui sont complètement coupés de leur corps, hein. On appelle ça l'alexithymie. Et donc, là, il Oui, y a des gens qui ont du mal à repérer les signaux émotionnels oui. corporels. Après, on peut les repérer, mais pas savoir quoi en faire. Donc, apprendre à repérer ce qui est plutôt de la peur, ce qui est plutôt de la colère, ce qui est plutôt de la frustration. Voilà. Ça s'apprend aussi. C'est l'interoception. Ce sont les messages de notre corps. Et c'est extrêmement variable. Il n'y a pas de. On peut pas. On peut pas. Comment. Universaliser ça. On peut pas, chacun est différent. Chez certains, ça va se passer au niveau du ventre, d'autres au niveau de la poitrine, d'autres, ça va être des tensions dans le cou, d'autres, ça va être des frissons dans la peau, enfin, etc. Donc, tous ces éléments sont à apprendre pour repérer, et plus on repère une émotion tôt, et plus on va pouvoir la réguler, hein. Alors que si on la repère trop tard, eh bien, elle sera trop intense et elle nous emporte. C'est important que tu parles effectivement du lien avec le corps. On a beaucoup de gens qui l'ont dit aussi dans Mm. le chat. Euh, on ne peut pas juste travailler que avec la tête et tu vois, comme si on était coupé. Les Euh, émotions, c'est d'abord le corps, hein. hein, c'est Mm. Ouais. ressentir, quoi. Mm. On utilise ça souvent, nous, en termes d'activation émotionnelle. Mm. Euh, je rebondis un petit peu sur ce que les Et comme disait Christophe Hague hier, il y a un contact massif avec les intestins. Les intestins envoient énormément d'informations au cerveau. Et puis on peut compléter aussi avec le système cardiaque, hein, le plexus cardiaque aussi qui est extrêmement développé, et le plexus cutané aussi. Enfin, c'est tout un ensemble de réseaux qui vont influencer nos émotions. C'est pas l'un ou l'autre, mais justement, j'aimerais rebondir là-dessus, Bernard. Bon, c'est pas dans ce qu'on a préparé, mais peut-être que tu peux donner un petit peu ton point de vue. Euh, Effectivement, tu vois, il y a une connexion du bas vers le haut. Comment c'est quand en bas c'est tout dérégulé? Finalement, les messages que tu as en haut sont pas les, alors, sont les vrais messages du bas, mais c'est des messages qui pourraient être erronés. Comment est-ce qu'on on peut
on peut Bah, rattraper ça, tu comme pour vois? c'est le même principe que les messages qui sont intracérébraux, c'est-à-dire il y a des messages qui sont adaptés et puis il y a des messages qui sont pas pertinents, hein. Alors, il y a un élément qu'on n'a pas abordé aussi, ça me permet de l'aborder là, c'est que l'organisme humain, il s'est développé pour développer des humains dans la savane africaine pendant des millions d'années, hein, et pas dans une société surchargée d'informations actuelle où on a des écrans et des alarmes et des intrusions toutes les minutes. Donc le cerveau n'est pas fait pour ça. Les, les réactions naturelles de notre cerveau, elles sont très bien si les stimulations ne sont pas trop fréquentes. Donc, on peut très bien gérer le stress, on peut très bien gérer cette adaptation au changement si les stimulations ne sont pas trop fréquentes, comme dans la vie naturelle, c'est-à-dire que de temps en temps, il y avait des dangers, de temps en temps, il y avait des lions ou des tribus ennemies, mais ce n'était pas tout le temps. Il y avait le temps de récupérer. Là, par contre, si on a des stimulations toute la journée, toutes les 30 secondes, les réseaux qui fonctionnent sont les mêmes que pour échapper à un lion, hein. Donc ça dépense de l'énergie, ça émet du cortisol, et à la fin, ces réseaux s'épuisent et c'est ce qui fait la toxicité du stress chronique. C'est pas, souvent on dit que le cortisol est toxique. Non, c'est pas le cortisol, il fait son travail, il est anti-inflammatoire. C'est la Au quantité. contraire, c'est l'épuisement de la production de cortisol qui va provoquer l'inflammation, qui ensuite va provoquer tous ces troubles à la fois psychiques et physiques, hein, et cardiovasculaires notamment, hein. Donc, c'est vraiment, on peut avoir des messages qui nous aident, l'intuition va nous aider la plupart du temps, mais que les messages viennent de nos intestins ou de notre cerveau, hein, peu importe, ils nous aident dans un environnement naturel. Par contre, dans notre environnement artificiel qui existe depuis quelques décennies, là, le cerveau n'est pas préparé à ça. Donc, certains sont utiles et d'autres au contraire, sont pas pertinents et nous égarent. Là aussi, il faut faire preuve d'esprit critique, de recul. C'est le recul sur soi qui va permettre justement le fait de s'observer penser, de s'observer agir qui nous permet de faire le tri entre ce qui est bon pour nous, bon pour notre organisme et ce qui ne l'est pas. Est-ce que tu as, alors c'est pas, c'est juste on me dire, est-ce que tu as déjà des retours ou est-ce que c'est un projet sur lequel tu vas travailler sur, voilà, tu vois, maintenant on change depuis quelques années complètement notre manière de vivre, ça va très vite sur qu'est-ce qui se passe, comment le cerveau change lui-même, tu vois, est-ce qu'il y a des zones qui rétrécissent, qui deviennent, Oui, alors forcément il y a des changements, hein. oui, Euh, depuis une vingtaine d'années, on a justement la neuroimagerie qui nous permet de voir un petit peu les évolutions. Et donc, on l'applique dans tous les domaines de la psychologie. Et on voit un petit peu, alors, les changements sont surtout fonctionnels, c'est-à-dire qu'on voit des hum, zones qui s'activent avec l'entraînement mental. On va voir des zones qui s'activent, mais pas que fonctionnelles, elles sont anatomiques aussi, hein. Par exemple, il y a des recherches sur la pleine conscience qui montrent que chez des gens qui n'ont jamais fait de pleine conscience, on leur fait faire 8 semaines le programme MBSR, la j'aime bien classique, le ça. programme classique. Eh bien, au bout de 8 semaines, on a des modifications anatomiques, hein, c'est-à-dire la densité des neurones et le volume des amygdales ou le volume du cortex préfrontal va modifier en parallèle avec les modifications cognitives, c'est-à-dire que les gens sont moins anxieux et ont plus d'attention sur le présent. Et en même temps, on voit les modifications dans le cerveau. Et donc, c'est pour ça qu'on dit on a du pouvoir sur notre cerveau simplement par notre entraînement mental. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire croire, c'est que ça peut se faire en un jour ou deux, hein. Ça, c'est pas possible. Ça demande un certain temps, puis tu parlais de la répétition, hein, ça demande de la Voilà, voilà. Mm. répétition pour Quand que on ça comprend les mécanismes justement, là, j'en parlais dans mon bouquin, quand on comprend les mécanismes de la neuroplasticité, on comprend comment il faut agir pour modifier quelque chose, hein, pour affronter des difficultés, enfin, pour tous les objectifs que l'on se donne. Voilà, il faut de l'attention, il faut de la mise en pratique, il faut du feedback, il faut de la répétition, il faut laisser le temps de consolider, il faut du sommeil pour que ça se remette en place, etc. Alors, je rebondis sur quelques commentaires. On a Tara Leroux qui dit est-ce que le changement associé à la déshumanisation des plateformes digitales, réponse automatique, compte à renseigner, augmente le niveau de stress et d'anxiété?
Oui, avec Oui, ce que tu as oui, dit, oui. certainement. Alors après, tout dépend du contexte, c'est-à-dire que si on est exposé à ces plateformes pendant quelques heures, puis qu'ensuite on a une vie sociale normale, bon, ben, ça va se réguler, hein. Par contre, si on est isolé, quand on est sur les réseaux sociaux et que le soir on est seul, là, ça va se cumuler. Donc là, on aura un cumul des risques. Donc, tout dépend du contexte. Si la personne fait du sport, si elle dort bien, si elle a des réseaux sociaux, enfin, physiques sociaux, si elle voit des gens, euh, et qu'elle a des échanges bienveillants et intéressants, bon, tout ça va se réguler. Par contre, si la personne ne fait pas d'activité physique, si elle est en surpoids, si elle est isolée, si elle a de l'hypertension, etc., enfin, des causes d'inflammation, là, on va cumuler tout ça et donc ça, c'est encore une cause qui se rajoute, qui vient expliquer le, le problème de santé mentale public, de santé publique hein, actuellement, puisque l'explosion des troubles mentaux actuels. On a Pascal qui dit, peut-on aborder les leviers collectifs d'adaptation au changement, notamment en entreprise pour les leaders? Ah oui, alors ça c'est encore tout un autre domaine. Effectivement, on s'est aperçu, les gens qui recherchent, notamment il y a eu des études de Google qui ont montré que le premier facteur d'efficacité collective, c'est c'est le- comment dire, la liberté de communication, c'est l'information, c'est la vitesse de l'information, hein. Comment circule, voilà, la circulation, pardon. Je cherchais le mot. C'est la circulation de l'information. Donc, c'est le premier facteur d'intelligence collective. Et ce premier facteur, c'est la sécurité psychologique, hein. C'est-à-dire que si les gens laissent circuler Mm. l'information, s'ils peuvent s'exprimer, s'ils peuvent tenter des choses sans se faire critiquer, et si les gens savent qui fait quoi, et s'ils savent pourquoi ils travaillent, autrement dit, si l'information circule, c'est là où l'efficacité collective va être à son maximum. Par contre, l'efficacité, c'est pas de mettre des gros cerveaux les uns avec les autres, parce que on peut mettre des gens très très forts ensemble. S'ils communiquent pas, ça restera des individualités, c'est pas de l'intelligence collective. Ce sera même souvent des sources de conflits parce ils Contre-productif. ont Mm. chacun leurs idées. Donc, le premier facteur, c'est vraiment la sécurité psychologique. Le deuxième, c'est la clarté des objectifs, c'est que chacun sache ce qu'il doit faire. Et donc, voilà, après, on pourrait développer ça un peu plus, hein, ça, dans les conférences, on développe bien ça, mais disons que pour faire simple, le premier facteur, c'est la sécurité psychologique. On a cette question qui revient tout le temps depuis que Maurice Cyrulnik qui est intervenu hier. Il disait que, tu vois, activer les connexions neuronales, c'était un petit peu plus difficile quand on est un peu plus vieux. Alors, c'est pas faisable. Qu'est-ce que voilà, donne-nous dis-nous ce que tu en penses, ce que tu observes. Il Alors, n'a moi, pas dit que c'était pas possible. Attention. oui. Alors moi, je cite toujours cette étude là. On fait apprendre à des gens à jongler Oui, avec des boules, là. Et donc, bah, les seniors, ils font aussi bien que les autres. Sauf, je crois qu'il y a une catégorie, c'est les jeunes entre 20 et 30 ans. Enfin, j'ai plus les chiffres exacts, qui sont un peu meilleurs que les autres. Mais sinon, ils font aussi bien. C'est-à-dire que jongler, ça demande de l'attention, ça demande de la rapidité et ça demande de la précision. Ce ne sont pas des qualités qu'on prête aux seniors en général. Eh ben, ils font aussi bien que les autres. C'est-à-dire, on peut apprendre à tout âge. Il y a des gens à 90 ans qui apprennent des langues étrangères. Alors, c'est sûr qu'ils ont beaucoup plus de mal qu'un enfant, hein. Je pense que Cyrulnik a dû le dire là. oui. Voilà. Un enfant, ça apprend à une vitesse phénoménale. C'est impressionnant. Le nombre de mots qu'un petit enfant apprend par jour, mais c'est impressionnant. Ben, chez les personnes âgées, c'est un peu plus lent, mais ça fonctionne quand même. Ce qui compte, c'est pas de savoir si on est doué ou pas. Ce qui compte, c'est de pratiquer pour progresser. Voilà. Il vaut mieux quelqu'un qui a des capacités moyennes, mais qui progresse régulièrement tous les jours, que quelqu'un qui est très doué, mais qui fait pas d'efforts, hein. C'est Audiard qui disait un con qui avance va toujours plus loin qu'un intellectuel assis. Alors, il y a Elisabeth qui rebondit. Bernard, est-ce que tu peux expliquer d'un point de vue anatomique ce qui se passe
quand on parle de, voilà, on peut apprendre à tout âge. Est-ce que les synapses peuvent évoluer? Voilà. Est-ce Oui, tout à que, fait. Alors, on le voit au niveau biologique, il y a des études biologiques qui montrent très bien. Il y a d'une part euh, le- les neurotransmetteurs, les neuromédiateurs qui vont être plus abondants, qui vont être produits en plus grande quantité, donc la communication est meilleure. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que la synapse va s'élargir, donc la surface de communication va être plus importante. Donc là aussi, l'intensité du flux va être plus important. La troisième, c'est qu'il va y avoir des épines qui vont se former sur ce qu'on appelle les dendrites, c'est-à-dire les branches du neurone. Et donc, il y a des épines qui vont se former, et au bout de ces épines vont se former de nouvelles synapses. Donc, il va y avoir en permanence un foisonnement synaptique, et en même temps, en parallèle, il va y avoir un élagage synaptique, c'est-à-dire des branches qu'on va couper, qui vont se couper toutes seules parce qu'elles ne sont pas utilisées. Et donc il y a ce mélange-là. Voilà, au niveau physique, voilà ce qui se passe. Et c'est pas tout, parce qu'il y a aussi, après, au niveau de la gaine de myéline, des neurones qui vont fonctionner mieux avec l'entraînement. Et puis il y a aussi alors, on va compliquer encore les choses avec les astrocytes qui vont moduler euh, l'influx nerveux aussi. Et puis il y a aussi des choses qui se passent au niveau du cervelet en dehors des synapses, qui vont permettre de réguler aussi mieux, par exemple, les mouvements, ou même les réflexions. Voilà, donc c'est tout un ensemble de choses qui vont faire que cette neuroplasticité va se développer. Mais le principal, c'est l'amélioration de la communication à l'intérieur de la synapse. hmm. Alors, on Et déconnecte. j'ai oublié aussi, il y a des neurones qui se forment aussi dans l'hippocampe, c'est-à-dire enfin, ils se forment pas dans l'hippocampe, mais ils vont dans l'hippocampe. Il y a des neurones qui se forment tous les jours. Tous les jours, on a des nouveaux neurones Yes. qui se forment. Hmm. Mais du coup, il faut bien qu'on décorrèle ça du vieillissement. Tu vois parce que là, Elisabeth demande, même avec le vieillissement, il n'y a pas Oui, de alors, lien avec tu vas pas oui, me dire que avec, le avec cerveau le vieillit. vieillissement, alors, ce qui se passe, c'est que avec l'expérience, les routes deviennent beaucoup plus efficaces, mais beaucoup plus concentrées, elles sont plus clairsemées, hein. Chez un enfant, il y a beaucoup de routes, elles sont efficaces, mais ça part un peu dans tous les sens. Chez l'adulte, avec l'expérience, on va être beaucoup plus efficace, mais dans certains domaines. Et c'est pour ça aussi qu'on est plus rigide avec l'âge, c'est que, on va avoir plus de mal à apprendre parce qu'il y a moins de réseaux, hein. Il y a moins de maillage. Et donc, la lutte contre le déclin cognitif, ça va être d'avoir une réserve cognitive. Et cette réserve cognitive, on peut la présenter comme les mailles d'un filet, hein. Plus les mailles sont serrées, plus les déchirures vont être, moins les déchirures vont être nocives. Le, le vieillissement, c'est des mailles du filet qui disparaissent, qui se coupent, hein. C'est-à-dire qu'il y a des zones synaptiques qui vont disparaître. Donc les mailles du filet deviennent de moins en moins serrées. Et donc, à un moment donné, il y a plus de mailles du tout et la fonction est altérée. Donc, si on développe sa neuroplasticité en faisant des tas de choses à la fois motrices, hein, physiques, cognitives, émotionnelles et relationnelles, eh ben, on va avoir un réseau très dense et donc les mêmes lésions de neurodégénérescence, on va avoir les mêmes lésions, mais elles vont être moins nocives. Et c'est pour ça qu'on voit que chez certaines personnes qui sont très actives au quatrième âge, hein, il y a des études sur des religieuses là aux États-Unis, ces personnes très actives, ensuite elles avaient légué leur cerveau à la science, et on a vu qu'elles avaient les mêmes lésions d'Alzheimer que des gens qui avaient vraiment des troubles. Sauf qu'elles, elles n'avaient pas du tout de troubles, elles étaient tout à fait adaptées. Simplement parce qu'elles avaient une activité, elles avaient développé leur réseau neuronal et elles avaient développé leur réserve cognitive. Euh, D'où l'importance, petit aparté. Euh, Moi, j'avais ma grand-mère qui n'est plus là, mais à chaque fois que je la mettais en contact avec ma fille, elle devenait complètement différente. Voilà, elle était Elles se active réveillaient, comme oui, pas oui, oui. possible. Et hop, tu vois, dès qu'elle était toute seule, on devrait le plus souvent connecter, tu vois, Oui, les jeunes avec les personnes âgées. Et puis en plus, il y a un vrai impact sur les absolument. émotions, tu Et, vois. ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut le faire toute la vie parce que les programmes
de gym cognitive, brain gym, Oui, bon, ils sont efficaces pour stabiliser, mais ils ne permettent pas d'arrêter un un patient process. d'Alzheimer. Mm, Donc il faut le faire pendant qu'on est actif. mm, mm. Moi, j'ai une question encore sur le stress et les décisions qu'on prend sous stress. Sous stress, stress émotionnel, hein. On Mhm. sait qu'elles diffèrent de quand on les prend avec un état de calme. Est-ce que tu peux dire un mot là-dessus? Oui, alors là, c'est effectivement quand la tension émotionnelle est très importante, on va avoir un détournement de l'énergie cérébrale et de l'attention surtout, qui va être recentré sur des circuits de survie. Et donc, pour le dire simplement, quand l'amygdale va être stimulée, elle va envoyer des signaux vers les réseaux attentionnels qui vont faire que on va être toutes, toutes les capacités cognitives vont être occupées et donc il va y avoir une diminution d'efficacité du réseau qu'on appelle le réseau de contrôle exécutif qui lui nous permet d'être intelligents. Donc le réseau de contrôle exécutif, c'est l'anticipation, c'est le raisonnement, c'est l'inhibition de tout ce qui n'est pas adapté, c'est la mémoire de travail pour manipuler des informations dans le temps, et c'est la flexibilité mentale pour passer d'une tâche à une autre. Voilà. Ça sont les fonctions exécutives, et ces fonctions exécutives, ça va être les premières qui vont être atteintes dès qu'il y a une tension émotionnelle. Donc en général, quand on a une tension émotionnelle, on va être moins ouvert sur l'extérieur, on va avoir une moins bonne mémoire de travail, moins réactif, donc plus impulsif aussi, on inhibe moins, et donc on va avoir des, des comportements plus stéréotypés et plus sensibles aux biais cognitifs et aux impulsions. Et donc, c'est pour ça qu'en période de tension, on n'est pas aussi efficace. Et d'où l'importance de s'entraîner à réguler ses émotions avant, parce que c'est pas au moment de la forte tension émotionnelle qu'on va y arriver. Et puis un autre élément dont j'ai pas parlé, c'est aussi l'hyperfocalisation de l'attention. C'est-à-dire que quand il y a une émotion forte, l'attention est happée par l'élément. Si c'est quelque chose de dangereux, on ne va voir que ça. C'est un peu comme un projecteur dans la nuit, ou comme un tunnel, hein. Et c'est pour ça que certains pilotes de commandants de bord dans l'aviation civile quand il y avait des signaux d'alarme, ils étaient focalisés sur un seul signal, ils n'arrivaient à ignorer d'autres signaux qui étaient évidents, comme un signal sonore, par exemple une sirène. Ils arrivaient à ignorer une sirène simplement parce qu'ils étaient focalisés sur un des éléments qui dysfonctionnait. Et donc, on a vraiment des capacités de décision qui sont vraiment altérées en cas de forte tension émotionnelle. Alors attention, ça n'est pas vrai pour une tension émotionnelle modérée. Une tension Oui. émotionnelle modérée, au contraire, va améliorer nos capacités parce qu'elle améliore notre attention et donc on va mieux mémoriser aussi, mais quand c'est modéré. Par contre, dès que la tension émotionnelle est forte, là, nos capacités cognitives vont s'effondrer. C'est là où on parle probablement, tu sais, de fenêtre de tolérance modérée. On est dans la fenêtre de tolérance qui est propre à Mm. chacun, hein. Oui, Et quand ça devient plus fort, enfin, c'est comme la rivière qui sort de son lit, tu vois, tout à ça fait, oui. déborde. Alors, il y a des courbes, il y a une courbe qui est célèbre, une courbe en cloche entre l'efficacité, entre la performance et les tensions émotionnelles. La performance augmente, elle plafonne à un moment donné, et puis si la tension émotionnelle augmente encore, elle s'effondre. C'est une courbe en cloche, hein, assez classique. On a Patrice qui demande, pour éclairage, le réseau des fonctions exécutives est-il l'équivalent au système 1 de Kahneman? Ça te parle, ça? Alors, pas tout. Oui, oui, oui. Alors, je vois ce qu'il veut dire. Réseau 1, système 2, système 1, c'est intuitif, c'est le système par défaut. Et système 2, c'est quand on réfléchit. Alors, effectivement, le réseau de contrôle exécutif, il est impliqué dans le système 2 plus que dans le système 1, bien sûr, mais c'est pas tout à fait superposable, euh, puisque le réseau de prise de décision euh, le réseau qui est décrit par Kahneman, le système 2, c'est-à-dire l'analyse, dépasse il implique les fonctions exécutives, mais il y a aussi d'autres réseaux qui vont être impliqués, hein. La mémoire, l'attention, etc.
C'est quand même. Disons que c'est largement, ça se recoupe largement, mais pas complètement. Euh, Est-ce que tu peux nous dire encore un mot? On l'a abordé un petit peu pendant tout cet échange, mais pourquoi les stratégies de changement, on en avait parlé, hein, elles échouent la plupart du temps? Ah oui, 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 ça c'est important. Ça, oui, Et merci tu voulais de en le poser. parler. Oui. Je trouve que c'est important parce que c'est vrai que souvent ça échoue. Ça échoue tout simplement parce qu'on sous-estime nos freins, nos limites au changement. Et on pense qu'il suffit de décider, puisque c'est du cognitif. Hein, on se dit, bon, ben voilà, je le décide avec un peu de volonté, ça peut marcher. Je me mets au sport le 1er janvier, je m'inscris à la salle de sport, et puis à partir de février ou mars, j'y vais plus parce que j'ai d'autres choses à faire. Donc, pourquoi ça ne fonctionne pas? Bah, tout simplement parce que les gens ne connaissent pas ces règles de neuroplasticité, cette règle si on veut qu'un nouveau comportement fonctionne, il va falloir instaurer une trace neuronale très forte. Parce qu'en face, vous avez la trace neuronale de l'habitude. Et elle, c'est une autoroute. Hein. Vous avez l'autoroute de l'habitude, elle est très forte. Et à la moindre faiblesse, le nouveau comportement va être élagué au comportement routinier. Donc c'est très difficile les gens qui essayent d'arrêter de fumer le savent bien, c'est très difficile de rompre une habitude. Hein. Bon, dans le tabac, il y a aussi un côté addictif bon, qu'on met de côté, mais n'importe quel comportement routinier, c'est très difficile de s'en séparer. Il ne faut pas le sous-estimer. Et que ce soit le changement d'entreprise ou le changement dans la vie personnelle, ou les bonnes résolutions du mois de janvier, par exemple, les gens sous-estiment cette inertie. Et donc, si on veut la dépasser, eh bien, il n'y a pas d'autre solution que la mise en pratique et la régularité, la répétition, la persévérance. Et c'est ça qui va fonctionner. Donc, et en entreprise, ben, ça demande quoi? Ça demande du temps et on n'a pas de temps en entreprise. Ça demande de l'organisation et les ressources d'organisation, elles sont occupées ailleurs. Donc, il ne faut pas sous-estimer le changement. Si on veut un changement en entreprise, il faut vraiment une organisation, bon, déjà qui ait une adhérence de tout le monde, qui ait qu'on y consacre du temps, c'est un investissement. Hein, un changement d'entreprise, c'est un investissement. Il faut de la régularité. Oui, puis Par exemple, là, on est en train de parler, là, en ce moment, il y a des gens qui prennent des notes. Si ces notes, ils ne les mettent pas en pratique tous les jours, pendant les jours suivants, les choses vont être oubliées et c'est naturel, hein, c'est pas de la négligence, c'est normal. Le cerveau est un radin énergétique, il va se concentrer sur ce qu'il fait déjà. Donc, si vous avez repéré un truc qui vous intéresse dans cette conversation, notez-le, mettez un post-it sur votre ordi, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais mettez-le en pratique tous les jours. C'est le seul moyen que ça perdure. on n'est même pas obligé de le faire, tu vas peut-être valider, on n'est pas obligé de le faire pendant 3 à 4 heures, tu vois, mais par contre, le faire Ah souvent. non, Tu parles de voilà, c'est répétition, ça. c'est ça, Il les vaut gens mieux, croient il que vaut ça mieux doit faire, durer longtemps. voilà, il vaut mieux faire 5 minutes tous les Oui, jours que de le faire 3 4 heures une fois par semaine. Oui. voilà, Mm. on est Tout à fait. d'accord, hein. Oui. Euh, Et ça, les neurosciences nous le montrent bien. Mm. on fait une petite, un petit chemin, parce que l'heure tourne, on va devoir clôturer, mais j'aimerais faire ouvrir un chemin vers ton livre, puisque on parle de ça, hein, c'est Bienvenue en forêt neuronale. Tu peux nous parler un petit peu de ce livre? Qu'est-ce que tu as voulu transmettre à Oui, travers en ce livre? fait, je voulais faire un livre sur nos capacités d'adaptation et plutôt qu'un livre de conseils, parce qu'il y en a déjà plein, je me suis aperçu qu'il n'y avait aucun livre en français sur les capacités de neuroplasticité. Il y a des tas de livres qui sont de grands neuroscientifiques dans des tas de domaines, notamment l'apprentissage. Hein, j'ai cité Stanislas Dehaene. Il y a des livres sur la neuroéducation. Voilà. Il y a plein de bouquins passionnants. Il y a des livres sur l'attention aussi. Je pense à Jean-Philippe Lachaud, par exemple. Il y a des livres sur la mémoire. Mais des livres sur la plasticité, qui c'est un petit peu une présentation générale hein, pour le grand public. Je parle des livres de vulgarisation parce que des livres académiques, il y en a bien sûr des étagères. Hmm. Hein. Mais des livres de grand public, il n'y en avait pas. Donc j'ai eu envie de faire ce bouquin pour montrer
à quoi pouvait servir d'abord ce que c'était, comprendre les bases, hein, sur le plan de la curiosité intellectuelle, et puis comprendre à quoi ça pouvait servir, comment ça pouvait nous aider pour affronter les épreuves de la vie, pour réguler ses émotions, pour développer sa mémoire, pour mieux gérer le stress, pour éviter le burn-out, euh, pour développer cette notion de growth mindset moi, ça m'a changé ma vie, hein, cette notion de Mhm. growth mindset là. Beaucoup moins d'anxiété, beaucoup plus d'envie d'entreprendre, euh, cultiver sa métacognition, comprendre un peu les réactions d'autrui. Voilà. Tout ça, ça passe par la neuroplasticité. Donc, j'ai eu envie de faire un bouquin avec un petit peu d'un côté des sciences, et puis de temps en temps, un peu aussi des petites anecdotes, hein. Par exemple, je montre comment Rowan Atkinson, Mr Bean, a dépassé son bégaiement au départ, parce qu'au départ, il était harcelé parce qu'il avait un physique un peu ingrat, et puis un bégaiement, et il a réussi grâce à l'entraînement mental, grâce au théâtre, il a réussi à dépasser tout ça. Pour justement en faire bah, un peu comme Stevie Wonder, son truc en moins, Mhm. il l'a transformé en truc en plus. Tu as Pascal qui dit un énorme merci Bernard pour ce livre qui est passionnant, clairement expliqué et concret. Bah, Ça, ça me va droit au cœur parce que j'avais peur d'avoir fait un livre un peu trop technique, et donc merci beaucoup. oh, mais Bernard, moi, quand je vois tes écrits, je me dis, mais voilà, il est capable d'expliquer des choses complexes avec une facilité. Enfin, en tout cas, c'est ce qui sort, hein. Et ça nous permet de comprendre. Euh, Qu'est-ce que dit Stéphane? On peut être harcelé à cause d'un visite avantageux, à cause d'un physique avantageux Ah, aussi. d'un Oui, on physique, peut aussi, Stéphane. bah, c'est tout ce qu'on lui souhaite, hein. C'est tout ce qu'on souhaite. Bernard, un grand merci. C'était encore très enrichissant comme à l'habitude. On a mis dans le chat les liens de ton livre. Quelles sont tes actualités? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de partager avec le public? Vous savez que vous pouvez contacter Bernard. Il donne des conférences, hein, sur le sujet. Donc, vous pouvez le contacter en direct. Voilà, parle-nous un petit peu ce qui se passe pour toi là, les mois qui Alors, viennent. il n'y a pas beaucoup d'activités grand public, hein. Je le déplore, mais bon, je ne fais pas beaucoup d'efforts non plus, hein, parce que j'ai un peu de mal avec la prospection. Donc, moi, je réponds aux demandes, et les demandes, ben, ce sont les entreprises qui me font intervenir. Et donc, j'ai beaucoup de demandes en entreprise. Par contre, je n'ai pas de demande grand public, mais je suis ouvert aux demandes grand public, hein. Mais là, mon actualité, ça va être ça. Puis, bon, il y a d'autres livres en préparation aussi. Il y a une réédition du premier livre, là, aux éditions Erol. Là, il y a une réédition du premier livre, Ces émotions qui nous dirigent, qui était en rupture de stock depuis un an ou deux. Et donc là, Erol va reprendre Super. l'édition. Donc ça va sortir dans le courant de l'année aussi. Mais bon, là actuellement, c'est plutôt la neuroplasticité, ce bouquin sur la neuroplasticité. Donc je vais le présenter un petit peu dans différentes structures. Et puis surtout l'activité en entreprise. Mais bon, s'il y a des structures publiques, pourquoi pas, hein. Oui, alors on a plein de personnes aussi qui sont en structure d'entreprise, hein. Vous pouvez contacter Bernard. De toute façon, on va mettre ses coordonnées ici. Ses coordonnées seront aussi sur le campus. Vous avez le lien du livre, achetez-le. Et puis utilisez surtout ce que vous lisez dans le livre. Bernard, encore une fois, un grand merci. Le replay sera disponible ce soir. Voilà, Dunia a mis plein de ressources dans le chat. Vous avez juste à cliquer sur les liens. Faites-vous plaisir. Voilà, pour le coup, il y a tout ce qu'il faut. Contactez Bernard et puis continuez de transmettre toutes ces connaissances. Je trouve que c'est important de Eh ben, moi, transmettre. je te remercie parce qu'on a vraiment une chambre d'écho qui est magnifique. Là, on a eu le temps de s'exprimer. Et puis, bon, tu connais bien ces questions. Donc, et puis, les gens qui te suivent aussi connaissent un peu ces questions. Je pense que moi, ça me permet de diffuser un peu des notions qui me semblent vraiment utiles. On a plus de pouvoir qu'on imagine grâce à la neuroplasticité. Et puis, on a aussi beaucoup plus de freins qu'on ne connaît pas parce qu'ils ne sont pas conscients. Et donc, c'est le mélange de ces deux. En agissant sur ces deux choses-là, on peut pas mal avancer, je trouve. Oui, merci beaucoup Bernard. Merci à vous Merci. tous. On va clôturer cet échange. Bon, on est pile poil à l'heure. On va poser une petite pause de 30 minutes pour que vous puissiez manger, faire une pause pour votre cerveau. Et on se retrouve à 13 heures. On va parler de santé émotionnelle. Je vais inviter une personne qui m'est chère, qui s'appelle Fabrice Salmon. Il avait été invité au sommet précédent pour parler de l'amour.
et c'est lui qui va faire l'échange avec moi puisque je ne peux pas moto échanger. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure à 13h. On va suivre ça avec intérêt. Voilà, Merci. merci Bernard, à très vite Bernard. Et puis pour tout le monde, à tout à l'heure. Bon appétit, bonne pause.